bienvenue sur le podcast Révolution Bilingue. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre d'Agnès Ndiaye Tounkara, une franco-sénégalaise établie à New York qui coordonne un programme scolaire très intéressant, le French Heritage Language Program, dans plusieurs écoles publiques et centres communautaires de New York, du Maine et de Floride. Le podcast Révolution Bilingue est présenté conjointement par French Morning et Calec. Bonjour Agnès, merci de rejoindre notre podcast. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Fabrice, merci de m'avoir invité. Je suis honorée d'être là. Je m'appelle Agnès Ndiaye Tounkara. Je suis sénégalaise, française et américaine. Et je suis la coordinatrice du French Heritage Language Program. Je vis aux États-Unis depuis maintenant 21 ans. Après un passage de 12 ans en France, et je suis née au Sénégal. Alors, du Sénégal à la France, aux États-Unis, c'est un grand voyage. J'imagine que c'est aussi une grande découverte des cultures et des différents points de vue sur la culture et sur les différences culturelles en particulier. Est-ce qu'il y a des points qui t'ont marqué, des choses que tu retiens d'un pays à l'autre? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que d'avoir vécu comme ça dans 3 pays différents, 3 cultures, ça me donne une perspective assez unique et intéressante. Moi, j'aime bien le point de vue que ça me donne. Alors, je suis partie du Sénégal, j'avais 16 ans, donc je dirais que je suis d'abord sénégalaise, mais mes racines, mes valeurs ont été construites là, et c'est un peu les racines de ce que je vois moi comme un baobab. Puis donc ensuite je suis partie en France où j'ai passé 12 ans, donc ça compte. Donc je me sens un peu française. En plus j'ai commencé à Nancy dans une famille lorraine bien française qui m'a fait découvrir le fromage, l'amour de la bonne nourriture et puis les Vosges aussi. J'ai gardé des amis très chers. Et puis les États-Unis où j'ai eu mes enfants, donc mes enfants sont beaucoup plus américains que moi, mais parce qu'ils sont nés là, j'ai aussi un rapport à ce pays qui est particulier. Alors les différences, elles sont énormes, hein. Enfin, elles sont énormes, et puis en même temps, au bout du compte, au perché de mes 49 printemps, là, je dirais, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas si différents que ça. Mais alors, le Sénégal, c'est l'Afrique, hein, donc la famille, qui est très importante, le groupe, qui est plus important que l'individu. Et ça a du bon et ça a du mauvais, mais moi, je vois beaucoup de bon en grandissant, parce que j'ai grandi entouré de plein de gens, d'une très grande famille de gens qui ont toujours été là pour moi, et je pense que ça fait qui je suis, et ça explique pourquoi je suis aussi solide. Alors ensuite, la France, pour moi, c'était un rêve, comme beaucoup de jeunes lycéens d'un pays en voie de développement qui voulaient partir faire leurs études ailleurs. Et je me souviens que mon père, qui voyageait déjà beaucoup à l'époque, nous disait « Vous excitez pas trop, hein, vous allez voir, la France, c'est la brousse. » Et je comprenais pas très bien, mais je vois exactement de quoi il parle, parce que c'est vrai que oui... du point de vue économique et développement, c'était mieux, mais j'ai aussi senti un isolement, parce que je me suis retrouvée toute seule avec des gens différents. Mais j'ai beaucoup aimé mon séjour en France, hein. Je me suis fait des amis très très chers, et je crois que ce que j'apprécie là, c'est que les gens sont authentiques, et que voilà, quand ils sont contents, on le sait, et quand ils sont pas contents, on le sait aussi, quoi. Alors après, il y a eu les États-Unis. Allez, parle-nous de l'Amérique. Alors l'Amérique, c'était pas mon choix en fait, hein. Moi, j'ai suivi mon ex-mari. J'étais très bien en France. J'aimais bien l'idée de changer, parce que pour moi, les voyages, c'est la séparation, oui, mais c'est surtout très formateur. Et donc, à l'époque, en plus, je regardais plein de séries américaines, dont Ally McBeal. Et on est arrivé à Boston, où la série se passait. Et je me vois en train de reconnaître des buildings et tout ça. Et tout de suite, en fait, extrêmement séduite par le côté tout est possible. Et vraiment, j'ai eu cette impression, parce qu'arrivant de France, où il y a quand même des lourdeurs administratives,
des clichés sur les gens qui viennent d'anciennes colonies. Et je peux pas dire que j'ai vécu le racisme en France, mais j'ai senti comme ça parfois des préjugés par rapport à ça. Au départ, aux États-Unis, les gens, alors déjà, je me présentais en disant que j'étais sénégalaise et ils me disaient « Oh, you're French », parce que j'avais cet accent. Et puis voilà, j'avais l'impression que tout était possible avec les compétences. Ça n'avait pas d'importance d'où on vient, comment on parle anglais. J'étais toujours complimentée sur mon anglais que je trouvais horrible. Et cette impression qu'il n'y avait pas de limite et que tout est possible et que ce qu'on voyait, c'était la personne qu'on avait devant nous. Donc voilà les différences culturelles que j'ai remarquées aux États-Unis en arrivant. Donc là, on va parler un peu de langue aussi parce que donc tu parles de l'anglais, tu parles du français, peut-être d'autres langues que tu parles et j'imagine depuis que les enfants sont là, tu as aussi des choix linguistiques qui sont venus s'insérer dans ta vie. Oui, les langues. Alors, moi, j'ai grandi en parlant français à la maison comme une partie de la population sénégalaise pour qui, en fait, le dilemme, c'est que mon père, par exemple, qui est d'une région du Sénégal où on parle le sérère, parle le sérère. Ma mère, qui est d'une autre région du Sénégal, parle le pépel, qui est un créole portugais. Ma mère et mon père parlent pas la même langue. Et donc, leur langue commune, c'est devenu le français. Alors, ils auraient pu faire le choix du Wolof, qui est la langue nationale au Sénégal, qui est la langue de la rue, la langue que la majorité des gens à Dakar, en tout cas, parlent. Mais ils ont fait le choix du français, je pense, pour des raisons aussi de m'assurer un futur et pour m'aider dans mon éducation, parce que j'allais aller à l'école en français. Donc le français, c'est ma langue maternelle. Mon père, en fait, tenait beaucoup à ce qu'on parle le sérère, parce que c'était la langue de mon grand-père, qui parlait un tout petit peu français, mais pas beaucoup, qui venait tous les étés nous voir à Dakar et qui nous racontait des histoires et des contes en sérère. Et il nous envoyait tous les étés au village de mon grand-père. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que ça fait partie de qui je suis et je pense que s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été un peu dommage. Donc je comprends le sérère, je ne le parle pas très bien. Du côté de ma mère, malheureusement, le pépel, elle le parle encore avec ses cousines et ses tantes, mais moi, je ne le parle pas. Donc j'ai le Wolof, parce que j'ai quand même grandi à Dakar, j'avais des amis, j'allais au marché, et donc je parle aussi Wolof, qui est mon autre langue sénégalaise. Et puis l'anglais, je l'ai appris à l'école, et je l'utilise tous les jours ici aux États-Unis. Je me suis posé cette question de l'identité de la langue avec les enfants, parce que c'était très bizarre et douloureux presque pour moi de les voir devenir américains. Quand je dis devenir américain, c'est aller à l'école publique américaine au tout début et rentrer et parler de plus en plus en anglais. Et donc appeler Pépé, Mémé au Sénégal, et puis ça pour moi c'était le scénario impossible parce que ça voulait vraiment dire une rupture et puis une perte d'une partie de son identité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir trouver un travail dans une école bilingue à New York où j'ai pu inscrire les enfants et ils ont tous les trois donc été scolarisés en français et en anglais à différents niveaux mais assez pour comprendre et parler le français couramment et donc pouvoir rentrer au Sénégal et pas avoir l'impression d'être des étrangers et pour moi c'était important. Et pour le Wolof ou le sérère, est-ce qu'ils le parlent ? Alors, on va pas assez souvent au Sénégal, malheureusement. Quand on part au Sénégal, au bout de 3 semaines, ils comprennent quelques mots, mais pas beaucoup. Donc non, ils parlent pas beaucoup de Wolof. Alors, comme tu l'as dit dans l'introduction, tu coordonne un programme, le French Heritage Language Program. Alors, c'est assez unique d'ailleurs comme programme, mais est-ce que tu peux dire ce que c'est et en quoi ça consiste ? Alors, le French Heritage Language Program, tu as raison, c'est un programme assez unique. En français d'ailleurs, on l'appellerait comment ? Le French Heritage Language Program. D'accord. Parce que cette notion de heritage, de langue d'héritage, c'est une notion qui, si elle existe en français, n'est pas très répandue. C'est cette notion quand on dit langue d'héritage, on parle d'une langue avec laquelle on a une connexion. Et cette connexion, elle peut être
Elle peut être très directe, on peut la parler, mais pas forcément. Ça peut juste être une langue qu'on a entendue à la maison parler par ses parents ou ses grands-parents. C'est la langue de nos parents, mais on la parle pas du tout. Mais c'est notre langue d'héritage parce qu'il y a une connexion culturelle et émotionnelle. Et donc, ce programme qui a été monté aux États-Unis il y a maintenant plus de 15 ans, en fait, a pour objectif, en fait, d'aider des jeunes dont le français est la langue d'héritage à maintenir cette connexion avec la langue. Alors, connexion, ça veut dire les aider à continuer à la parler, mais aussi la connexion culturelle qui leur permet en fait de rester connectés à d'où ils viennent. Donc ces jeunes qu'on sert à travers le programme, ce sont des jeunes lycéens qui arrivent de pays essentiellement d'Afrique francophone, mais aussi d'Haïti, qui sont arrivés aux États-Unis très récemment, donc souvent arrivés d'un système scolaire francophone, et qui se retrouvent tout d'un coup dans des écoles publiques américaines où ils n'ont plus du tout accès à un enseignement en français, et où donc il y a une espèce de coupure soudaine par rapport à tout ce qu'ils connaissent. Et ce programme, en fait, est là pour les aider un peu à déjà se retrouver, donc former une espèce de communauté, et puis continuer à parler en français et puis à rester connectés à leurs origines. Ça se passe comment d'ailleurs dans les classes pour alors c'est intéressant parce que dans une classe, moi je sais que ça m'a beaucoup frappé parce qu'au Sénégal, en fait, j'étais toujours avec des Sénégalais et pas beaucoup avec d'autres Africains. Là, quand vous rentrez dans une classe du French Heritage Programme, vous avez un jeune de Côte d'Ivoire, une fille de Guinée, quelqu'un du Mali, et leur lien, en fait, c'est le français. Alors, c'est marrant parce qu'on les met en groupe et ils font des projets, des exercices. Donc, on entend parler français. On entend aussi parler anglais parce qu'ils viennent d'arriver et c'est la langue dominante. Mais on les entend aussi parler en Wolof, en Fulani, ou dans d'autres langues africaines. Donc c'est vraiment un espace multilingue, mais qui leur convient et qui leur permet d'être qui ils sont parce qu'ils sont multilingues. Et les profs aussi sont multilingues ? Alors les profs, on fait très attention à essayer de trouver des profs qui ressemblent un peu à nos élèves, donc pour comprendre un peu parce qu'ils ont vraiment un profil assez particulier. Donc souvent c'est des professeurs qui viennent d'Afrique ou en tout cas sont français et ont une sensibilité par rapport à au background culturel de ces jeunes, je dirais. C'est pas forcément des enseignants parce qu'encore une fois, ce qu'on fait, c'est pas de l'académique, c'est pas une classe de français. On est là pour les aider évidemment à maintenir leur niveau de langue, mais aussi pour juste les accompagner et les aider à se trouver en fait du point de vue identité dans ce nouveau pays. Ce qui est intéressant aussi avec ce programme, en fait, c'est sa structure et la façon dont il est né, qui en fait quelque chose de très américain. C'est un programme qui est né à l'initiative de Jane Ross, une américaine amoureuse du français, donc d'une personne privée, qui était prof de français au lycée français et une grande francophone et francophile, qui un jour, en se baladant à Manhattan, est passée à côté d'un lycée où il y avait des jeunes là qu'elle a entendu parler français. Elle les a approchés en disant « Ah tiens, vous parlez français, vous êtes d'où ?» Alors Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. « Oh, et vous avez du français dans votre école ?»« Non, d'ailleurs, on est en train de l'oublier. » Et alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça qui a été à l'origine du programme. Ces jeunes, en fait, se rendaient compte qu'ils perdaient très vite leur langue. Et ils ont exprimé le besoin de continuer à le parler. Alors ces lycées publics n'ont pas de classe, et donc ce programme est né pour les aider à continuer à parler français. Donc l'initiative privée, elle a contacté les services culturels. D'ailleurs, Fabrice, je sais que tu étais là à la jeunesse du projet à l'époque. Je pense que Jane t'a approché de toi. Et le programme est né comme ça il y a 15 ans et il sert vraiment des jeunes qui seraient pas servis. C'est des jeunes qui perdraient leur français si ce programme n'existait pas.
Il y a un truc que tu viens de dire qui me parle beaucoup, c'est le fait que les enfants souhaitent la langue française, souhaitent la garder finalement. Oui, absolument. Alors, on pourrait dire que ces jeunes qui arrivent très tard, en fait, dans le système scolaire américain, seraient plutôt intéressés à améliorer leur anglais et pas du tout par le français. Mais en fait, quand on leur parle, on a fait, je crois, un sondage il y a 3-4 ans avec un groupe de 70 de ces élèves. On leur a demandé pourquoi ils voulaient garder le français, comment ils utilisaient le français dans leur vie de tous les jours. Alors, on constate très vite qu'ils sont en contact avec leur pays. Donc, quand ils appellent papa, maman, les copains, la famille, ils parlent ou dans leur langue maternelle africaine ou ils parlent en français. Ils continuent à s'intéresser à leur pays. Donc, les nouvelles, c'est aussi en français. Donc, il y a ce désir de rester connecté. Ensuite, dans l'école, c'est cette langue, en fait, qui leur permet de communiquer avec leurs autres camarades africains. Et ils en ont besoin, c'est quand même une société très communautaire, la société américaine. Donc dans ces lycées, les latinos se retrouvent ensemble, et donc eux, et c'est ça qui est chouette, c'est pas juste une nationalité, mais c'est tous les Africains qui se retrouvent ensemble à cause du français. Et troisième motivation, qui est pas la moindre, ils sont là, c'est des jeunes qui ont immigré pour une vie meilleure vie professionnelle, meilleures études. Et donc il y a cette raison académique, parce que finalement le français, ça leur ouvre aussi ces portes-là. Ces jeunes qui arrivent avec parfois ces préjugés sur les Africains et une méconnaissance profonde du système scolaire francophone de la part des Américains, quand le fait qu'ils parlent cette langue quand même qui a un certain prestige, tout de suite ça change un peu la perception que les gens ont d'eux, Et un exemple très précis, c'est cet examen qu'on appelle l'AP French, qui est un examen de niveau collège qu'on peut prendre au niveau lycée. On a, je dirais, 40-50% des élèves qui le passent et qui obtiennent des très bons scores, qui leur permettent parfois d'obtenir des crédits à l'université, ou en tout cas de voir tout de suite leur dossier considéré. Donc il y a aussi cette dimension, le français peut me servir pour mon futur professionnel et académique, et donc être un avantage, me donner un avantage par rapport à un autre candidat qui ne serait pas bilingue. Donc en gros, tu peux dire que cette approche marche. L'apprentissage des langues d'héritage, finalement, est probant. Absolument, surtout avec cette population. Je ne pense pas que leur proposer des cours de français classiques type FLE, d'ailleurs, FLE, c'est français langue étrangère. Le français n'est pas une langue étrangère pour eux, même s'ils la parlent très mal. Ça fait partie de leur héritage, et c'est vraiment la différence fondamentale entre arriver, être un prof et vouloir juste leur faire un cours de français classique, et arriver dans la classe en ayant conscience qu'ils ont déjà un capital linguistique, culturel, et l'utiliser en fait. C'est d'ailleurs la seule façon de les engager. C'est des lycéens, ils ont le choix, on est là en after school, ils sont pas forcés de prendre nos programmes. Et donc, il faut qu'ils y voient un intérêt. Donc oui, je pense que l'approche héritage pour cette population-là, c'est l'approche pour l'enseignement et le maintien des langues. Et le type de pédagogie qui est employé, donc ce sont des projets, c'est des... Oui, alors ces élèves ont quand même des profils langagiers très différents. Il y en a qui ont été scolarisés normalement, donc un très très bon niveau de français, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et au niveau de la compréhension. On en a qui ont eu une scolarité interrompue parce qu'ils sont arrivés là dans des situations un peu difficiles, mais ils se retrouvent tous là dans la même classe. Et donc la seule façon de travailler, c'est de travailler en projet. Donc on fait des projets qui nous permettent en fait de donner à chaque élève une tâche qui est conforme à son niveau de langue, pour qu'il continue à être engagé, pour qu'il ne soit pas découragé, mais que pour aussi ceux qui sont à un niveau plus élevé puissent continuer quand même à progresser. Alors tu as parlé de langue, tu as parlé d'identité, et puis on est aussi dans un pays et un contexte très marqué par les injustices raciales et l'intégration. Alors comment est-ce que les élèves du programme s'y retrouvent, surtout
dans ce contexte un peu tendu. Oui. Ouais, alors c'est... Merci pour la question. C'est très à propos, c'est une question qui me hante, moi, en ce moment, parce que, comme ces élèves, je suis aux États-Unis aujourd'hui, mais je viens d'ailleurs, je suis africaine, je suis noire. Et c'est vrai que se trouver dans ce débat, pour eux, c'est pas évident, parce qu'ils sont noirs, mais ils sont pas américains. Et finalement, la race, c'est devenu une partie de leur identité quand ils sont arrivés ici. Je l'entends beaucoup en ce moment, on fait des partages de récits de vie avec ces élèves qui tous, presque tous, n'arrêtent pas de répéter « je suis noir, mais ce n'est pas tout ce que je sais ». Là d'où on vient, et quand je dis là d'où on vient, je parle d'Afrique. Là d'où on vient, on est le fils, la fille de quelqu'un, on fait partie d'une tribu, on fait partie d'une ethnie, on fait partie d'un quartier, on fait partie d'une famille, c'est ça qui nous définit. Et tout d'un coup, on arrive dans un pays où finalement, et je dis souvent cette image, la seule boîte à cocher, c'est la boîte noire, qui, encore une fois, ne faisait pas partie de leur identité jusque-là. Donc c'est aussi important et on a beaucoup de conversations comme ça avec les élèves, et encore une fois, là, le français, en leur donnant accès à de la littérature, de la musique de chez eux, les aide un peu à se trouver et à se rappeler que leur identité, c'est pas juste leur couleur. Et quels sont leurs... j'aimerais en savoir un peu plus finalement sur ce contexte, et puis est-ce qu'on arrive à les entendre, ou à leur donner une voix, et surtout dans les écoles en particulier? C'est mon combat, moi. C'est le combat du French Heritage. Hein. On a des professeurs, on a des écoles qui se tournent vers nous, et je le dis et je le répète sans arrêt, ils ne les connaissent pas, ces élèves, parce qu'encore une fois, dans un contexte américain, ces élèves sont noirs, mais finalement, les mettre sous ce groupe-là, ça efface complètement le reste de leur identité. Et amener nos programmes dans les écoles et dire à ces écoles, oui, ces élèves sont noirs, mais ils parlent aussi français, donc ça veut dire qu'ils viennent d'un pays francophone, et donc ça veut dire qu'ils appartiennent à une autre culture. Tout d'un coup, ça permet aussi aux écoles de les voir différemment, et j'espère de les voir de façon plus entière dans leur identité, plutôt que de les confiner dans cette petite boîte. Ils sont ici souvent sur des statuts parfois précaires, non? Et comment ça se passe pour eux quand ils... Oui, absolument. Encore une fois, hein, ils sont dans des lycées publics américains. Ils sont arrivés là, souvent, c'est une immigration économique. On en a qui sont réfugiés, on en a qui ont l'asile politique, on en a qui sont en situation irrégulière. La beauté des États-Unis, ou de New York en tout cas, c'est que même si on n'a pas de papier, même si on est en situation irrégulière, on peut aller à l'école, on a droit à l'éducation. Et oui, on a un éventail très large d'élèves, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux sont dans des situations précaires, et d'ailleurs la plupart de nos écoles sont dans le Bronx et à Brooklyn. On en a 2 à Manhattan, mais comme vous le savez peut-être, à New York, l'école qu'on fréquente n'est pas forcément liée à l'endroit où on habite, donc ils viennent beaucoup du Bronx et de Brooklyn, où on a beaucoup de francophones en fait. Alors il y a une personne qu'on a interviewée pour ce podcast, Hélène Bialystok, qui a dit que les parents devaient tout faire pour transmettre leur héritage linguistique à leurs enfants. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et j'imagine que tu dois en parler aussi auprès des familles et des enfants, mais aussi des responsables de l'éducation ou des décideurs. Quel est ton point de vue? Oui, alors moi, au niveau personnel, déjà, ça me parle, évidemment, parce que voilà, l'héritage linguistique, c'est la connexion à sa culture, à sa famille, et donc à qui on est. Les parents, oui, c'est le rôle des parents d'aider les enfants à garder leur héritage, mais ces enfants, ils passent beaucoup de temps à l'école. Moi, je retourne la responsabilité à l'école, qui finalement a l'ambition d'éduquer ses enfants. En ce moment, aux États-Unis, il y a tout un débat sur ce qu'ils appellent the culturally responsive education, cette idée d'éduquer l'enfant dans sa globalité, avec toute son identité.
Et moi, j'aime beaucoup cette image je crois que j'avais vu ça quelque part, c'était un professeur qui disait, l'élève, quand il arrive dans la classe, il a un sac à dos. Et dans son sac à dos, il a tout ce qu'il est, tout son bagage. Et c'est sa langue, c'est sa culture, c'est le pays qu'il a laissé. Dans une éducation classique, dans une éducation où on ne prend pas en compte sa langue, on lui demande en fait de laisser son sac à dos à la porte et de rentrer dans la classe sans rien du tout. Et c'est donc pas respecter en fait l'identité de l'élève. Ça me fait aussi penser à un de tes invités qui je crois était un linguiste sénégalais qui parlait de l'éducation en langue nationale au Sénégal, et moi ça me parle aussi. Alors moi j'ai eu la chance de parler français, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens au Sénégal qui naissent et qui parlent sérère ou wolof, et je vois bien comment, et il l'avait bien dit, hein, quand vous avez un enfant qui est né, qui a grandi en parlant wolof, il arrive à l'école en CP à 6 ans, et tout d'un coup, on lui interdit de parler sa langue et on lui demande de parler une langue étrangère, on veut lui donner toutes ses connaissances dans une langue étrangère, c'est d'une violence incroyable, c'est contre-productif parce qu'on demande en fait à l'enfant de ne pas être qui il est. Donc, c'est une forme d'oppression aussi. Oui, absolument, absolument. Donc, les familles, je pense qu'on n'a pas besoin de les convaincre, encore qu'on a quand même ce groupe de parents qui veulent que leurs enfants réussissent aux États-Unis et ont peur qu'en passant trop de temps sur le français, ils n'avancent pas assez en anglais. Alors moi, je les rassure tout de suite et je suis sûr que toutes les familles expatriées qui m'écoutent peuvent en témoigner. L'anglais, on n'a vraiment pas à s'en soucier. On est complètement inondé par cette langue et les enfants, ils l'apprennent très très vite. Moi, j'ai des élèves qui sont arrivés il y a 6 mois, qui parlent français et qui mettent déjà des mots d'anglais. Donc voilà, les enfants, et quand je dis les enfants, je parle de nos élèves qui sont quand même lycéens, eux, en fait, si on arrive à leur expliquer qu'être bilingue, ça peut être un avantage pour entrer à l'université et sur le marché de l'emploi, c'est quelque chose qui leur parle. Parce qu'ils sont jeunes, ils sont là pour réussir. Et donc, cette différence, ils l'apprécient et ça les motive à continuer. Et face au système éducatif, finalement, est-ce que tu arrives à te faire entendre et à faire comprendre l'avantage de cette approche, de ce programme? Alors nous, notre programme, en fait, dans un monde idéal, il n'existerait pas. Parce qu'on est quand même essentiellement un programme after school, à part quelques classes qu'on donne dans des écoles qui ont vraiment compris l'enjeu et qui nous laissent faire des classes d'AP pendant la journée. Mais on est quand même après l'école, on les voit qu'une fois par semaine, 1h30, c'est vraiment pas assez. Dans un monde idéal, ces enfants, ils seraient tous dans des programmes bilingues où ils pourraient utiliser toutes leurs compétences, tout leur capital linguistique et où ils avanceraient beaucoup plus vite. Donc moi, c'est mon message aujourd'hui aux administrateurs, aux directeurs d'écoles qui ont dans leurs écoles de plus en plus des élèves comme les nôtres qui arrivent de pays francophones. Si vous voulez vraiment leur donner l'éducation qu'ils méritent, si cette idée de culturally responsive education, c'est quelque chose en lequel ils croient, ça passe par l'éducation bilingue. Voilà une parole qui me convient très bien. Je te remercie beaucoup, Agnès. Merci de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité et on continue à travailler ensemble. Hein. Comme tu dis, la révolution, elle est pas finie, c'est que le commencement. Et notre prochain chantier, j'espère, c'est d'aller dans le Bronx et à Brooklyn où il y a toutes ces communautés francophones de jeunes qui parlent français à la maison et qui peuvent pas utiliser ce capital linguistique aujourd'hui à l'école parce qu'il n'y a pas de programme. Merci beaucoup, Fabrice. Du Sénégal, en passant par la France puis les États-Unis, Agnès revient sur les grandes différences culturelles qui l'ont forgée, les questions d'identité et d'héritage culturel et linguistique, et le contexte américain actuel, très marqué par les questions d'injustice raciale et les questions d'identité et d'intégration. Agnès Tounkara nous a permis de mieux cerner la situation des élèves migrants francophones des États-Unis et le rôle que joue la langue dans la construction de l'identité, mais aussi sur la réussite scolaire et sur l'intégration pour des élèves traditionnellement oubliés des systèmes scolaires ou n'ayant pas accès à l'enseignement du français là où le destin les a menés.
Le programme qu'elle coordonne, le French Heritage Language Program, représente pour ses élèves la seule possibilité de continuer à apprendre le français et à leurs familles de maintenir et transmettre leurs héritages linguistiques et culturels tout en permettant aux plus jeunes de ne pas perdre leur langue et de développer des compétences bilingues. Merci à Emmanuel Saint-Martin de French Morning et à Zara Punawala pour le montage. À bientôt sur Révolution Bilingue.